maintenant, nous allons nous attaquer à Azalea V2.2 et je vais vous présenter donc les nouveautés par rapport à la V2.1. Alors, le premier point notable sur cette version 2.2, c'est l'intégration de la charte graphique LibreCellScope qui est partagée par l'ensemble du catalogue des applications. Donc, Azalea 2.1 avait encore des éléments graphiques de l'ancienne charte. Et là, on se rapproche de plus en plus de la charte commune à toutes les applications. Et on le remarque tout de suite sur la page de login avec un nouveau logo Azalea qui s'affiche sur la page de login. Deuxième point d'amélioration sur la 2.2, ce sont les indicateurs. Donc, dans la version 2.1, les indicateurs s'affichaient par service versant. Et à partir de la 2.2 d'Azalea, on réintroduit la notion des services producteurs dans les indicateurs. Donc on a le choix, indicateur par service versant ou par service producteur. On a également introduit dans la version 2.2 les notifications des utilisateurs par mail. Donc il y a deux mécaniques parallèles qui implémentent la notification par mail. D'un côté administration technique, une tâche planifiée qui se charge d'envoyer des mails tous les jours aux utilisateurs. Et côté utilisateur, et pour être conforme avec ce que précise le RGPD, c'est vraiment l'utilisateur qui choisit de s'abonner ou non aux différents événements qui produisent des mails dans l'application. Donc typiquement, lorsqu'il y a des choses à valider, lorsque l'on a demandé le téléchargement d'un zip d'une archive qui est trop lourd, c'est pareil, on a un fonctionnement asynchrone et on peut recevoir donc des notifications par mail. Le quatrième point sur la sécurité, donc les tentatives d'intrusion qui sont également paramétrables dans le côté admin fonctionnel. À partir de combien de tentatives infructueuses par minute je lève une alerte. Donc ces alertes-là seront inscrites dans le journal des événements. Autre point sur la partie interface, ce sont les filtres rapides pour les favoris. Alors, pour les utilisateurs d'Azalea V2, vous avez toujours une colonne avec des étoiles qui sont cliquables et qui vous permettent de mettre en réserve certaines lignes qui vous intéressent. Et pour sélectionner, pour filtrer l'affichage sur les favoris, il fallait passer par le menu des filtres et maintenant directement dans la tête de colonne, on peut isoler tous les favoris que l'on a sélectionnés. Le dernier point sur cette diapo concerne la documentation. Alors, on ne l'a pas encore diffusé largement, mais effectivement, nous avons produit un document que l'on appelle le Memento. Ce document recense des informations qui ne sont pas dans les documentations utilisateurs. L'origine de la rédaction de ce document, c'est la certification NF 461. Donc, pour répondre à certaines demandes, exigences de la 461, il fallait expliquer certains mécanismes profonds d'Azalea. Et bien, on l'a fait dans ce document. Donc, on va retrouver dans le Memento la mécanique de création des archives. Quels sont les workers qui sont impactés, quelles sont les tables de l'application qui sont impactées. On va retrouver également les mécanismes d'élimination. On va retrouver le schéma de la base de données. On va retrouver l'ensemble des tables de l'application, etc. Donc un certain nombre d'éléments. Ce document est encore en construction. Il a été fourni dans des versions intermédiaires au SIB, au CG 59 et au Grand Lyon également, qui était dans une démarche d'audit 461 sans aller jusqu'à la certification. Et il sera bientôt mis à disposition en diffusion sur le site, sur le portail client. Donc c'est un document, le Memento, qui est assez lourd, qui comprend beaucoup d'informations. Alors, côté administration fonctionnelle, la grande nouveauté, c'est le super archiviste. Voilà. Donc la CAP n'est pas fournie, bien sûr. Alors le super archiviste, c'est pour répondre aux clients qui font de la mutualisation, donc qui opèrent plusieurs services d'archives, plusieurs tenantes sur le même serveur. Et donc le super archiviste, c'est un archiviste, mais qui a la capacité d'intervenir sur les différentes tenantes.
Donc on le crée dans la partie administration technique, et on dit, ce super archiviste, il pourra intervenir sur telle tenante. Voilà. Et donc il se connecte au dernier service d'archives sur lequel il est intervenu la dernière fois. Et puis dans le menu utilisateur en haut à droite, il choisit le tenante de sa session courante. Voilà. Et après, il agit en tant qu'archiviste sur le tenante qu'il a choisi. Le deuxième rôle que l'on a rajouté, c'est le référent technique. Alors dans Azalea, il y a deux interfaces. Il y a l'interface métier, réservée aux archivistes et aux référents archives, par exemple, ou aux services versants. Et puis, il y a la console d'admin technique, qui est réservée aux informaticiens ou aux personnes qui sont en charge de l'exploitation du SAE. Avec une étanchéité sur les utilisateurs. Donc les utilisateurs techniques, administrateurs techniques, ne peuvent pas s'authentifier sur la partie métier et inversement. La gestion des utilisateurs est strictement séparée. Et on avait une demande pour avoir une vue sur la partie technique, mais par des utilisateurs de la collectivité, toujours dans le multitenant. Et donc on a rajouté le rôle de référent technique. Donc c'est un utilisateur qui est rattaché à un service d'archives et qui peut aller voir des éléments de la console d'administration technique. Donc il va retrouver la partie accès aux logs qui sont générés sur le serveur. Il va voir la charge du serveur, la place disponible. Il va voir en lecture seule les volumes de stockage qui ont été prévus pour son tenante. Mais par contre, il va pouvoir, par exemple, rajouter une connexion au LDAP de sa collectivité. Voilà. Donc, un accès restreint à son tenante sur la console d'administration technique. Autre amélioration sur la 2.2, la possibilité de changer un utilisateur d'entité de rattachement, donc de service, lorsqu'un utilisateur change de service. Actuellement, la seule solution, c'est de désactiver son compte, éventuellement l'anonymiser en changeant son nom et son login, et de recréer son compte et de le rattacher à la nouvelle entité. Et bien, dans Azalea 2.2, il est possible de changer l'entité de rattachement d'un utilisateur. Alors, quand on fait ça, on va choisir un nouveau rôle s'il change de type d'entité. Et puis après, à la prochaine connexion, il retrouvera le paramétrage qui est lié à son entité. Autre amélioration sur la gestion des utilisateurs, c'est la capacité de changer un utilisateur de service d'archives, donc de le passer d'un tenante vers un autre. Donc pour cette fonctionnalité-là, on a un mini workflow, c'est-à-dire qu'on on prend un utilisateur, on lui dit maintenant il va être attaché à telle tenante, on motive le changement, et c'est l'administrateur fonctionnel du tenante destinataire qui va valider ou pas le rattachement de ce nouvel utilisateur. Alors ça n'arrive pas souvent, ça arrive quelquefois chez nos clients, et en tout cas la demande s'est répétée plusieurs fois pour qu'on l'intègre. Et le dernier point, c'est donc l'ajout des règles de gestion, donc les restrictions d'accès et la DUL sort final. Donc vous savez que dans le CEDA 2, à partir du CEDA 2, les référentiels sont propres à chaque plateforme dépendant. Alors nous, pour avoir une continuité et une interopérabilité avec les différents clients qui utilisent Azalea et le CEDA V2, on est parti sur les listes de code du CEDA V1. Donc on va retrouver AR038, AR039, etc. Ça, c'est un choix qu'on a fait, nous, pour le projet Azalea. Et donc, pour des exigences sur la 461, on doit pouvoir gérer le référentiel des règles dans le SAE. Et donc, on les a rajoutées dans la version 2.1 et elles sont présentes dans la 2.2. Voilà. Donc là, vous pouvez créer des nouvelles règles de restriction d'accès, leur donner un code, un motif, et puis vous indiquer une durée qui peut s'exprimer en années et en mois. Voilà. Et après, donc, cette règle, vous pouvez l'utiliser dans la description des transferts que vous faites dans Azalea, voire des transferts qui arrivent par Pastel ou par d'autres biais via l'API.
Alors, côté transfert entrant, les nouveautés, la principale nouveauté, comme tout à l'heure dans Verset, c'est la prise en charge du CEDA 2.2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire prendre en charge le CEDA 2.2 dans Azalea? C'est-à-dire qu'on va être capable d'accepter des transferts qui arrivent par les web services, très bien, de les analyser en tant que transfert en CEDA 2.2, mais également d'avoir la possibilité de créer un transfert en CEDA 2.2 dans Azalea. Donc le CEDA 2.2, je vous l'ai dit tout à l'heure, apporte des nouveautés sur certaines métadonnées et la nouvelle règle de gestion sur le gel. Donc quand on fait un transfert dans Azalea 2.2, bien on a le choix sur les 3 versions, comme dans Versailles. Donc vous pouvez le faire en 1.0, en 2.1 ou en 2.2. Et puis vous pouvez donc, pour faire le lien avec ce que je viens de vous dire sur les règles de gestion, utiliser les règles de gestion que vous avez créées dans Azalea. Deuxième grosse amélioration, nouveauté sur Azalea, ce sont les transferts liés. Donc un transfert lié, c'est un transfert qui fait référence à un transfert précédent et qui va permettre de rattacher les unités d'archives qui sont dans ce transfert lié à des unités d'archives qui sont déjà dans Azalea. Donc on le verra tout à l'heure, ce qu'on appelle archives composites. Donc les transferts liés donnent lieu à la création d'archives composites dans Azalea. Voilà, donc on spécifie quelles sont les métadonnées à utiliser pour faire le rattachement dans un transfert lié par rapport à des unités d'archives qui sont déjà dans le SE. Donc on a dû rajouter des contrôles spécifiques sur les transferts liés. Alors il faut que l'information qui lie le paquet d'informations qu'on envoie sur un transfert lié avec une unité d'archives déjà présente, il faut qu'elle soit sur le niveau le plus haut par exemple. Il faut que les services versant et producteurs soient identiques. Enfin, il y a un certain nombre de contraintes qui ont été rajoutées dans le contrôle à l'entrée des transferts liés. Le point suivant concerne les transferts rejetés issus des web services. Alors, ce qui se passe, c'est que quelquefois, lorsque des transferts arrivent de Pastel et qu'il y a eu une erreur dans le paramétrage, ils vont être tous non conformes et on va les rejeter. Mais si on s'en rend compte 2-3 jours après, il se peut qu'on ait un stock assez important de transferts rejetés qui représentent une certaine volumétrie et qui vont polluer, entre guillemets, l'historique des transferts. On les a rejetés, on ne veut pas les garder à long terme. Donc on a la possibilité, à partir d'Azalea V2, uniquement pour les transferts qui ont été envoyés par web service, de les masquer, donc qu'ils disparaissent de la liste. Ils sont toujours présents parce que l'application versante est susceptible de demander où en est son transfert, susceptible de demander l'accusé de réception et la réponse au transfert. Donc on les conserve, mais on ne les affiche plus dans la liste des transferts. Et on en profite pour faire un peu de ménage, donc on supprime les fichiers à ce moment-là. Sur la fonction de communication, on l'a rendue plus simple d'utilisation, puisque pour ceux qui l'ont déjà essayé, on a un panier qui se trouve dans la partie haute de l'application. Et on va, via l'utilisation de filtres de recherche, sélectionner un certain nombre d'unités d'archives à communiquer, voilà, qui vont se placer dans le panier. Une fois qu'on a fini ces courses, entre guillemets, donc, on va aller ouvrir le panier et puis créer une demande. Et la demande, on l'enregistre, et après, il faut cliquer encore sur un bouton pour l'envoyer. Donc cette mécanique est un peu lourde et pas forcément intuitive. Donc on l'a fortement amélioré dans Azalea V2. Maintenant, les unités d'archives qui doivent faire partie de la communication s'affichent au-dessus de la liste de l'index. Donc on les voit tout de suite. On a également, lorsqu'on est sur la demande, rajouté un bouton qui permet de l'envoyer directement dans le circuit de validation. Donc on n'est plus obligé de passer par un enregistrement et un envoi. On peut faire la demande en un seul clic. Donc j'ai mes unités d'archives, je motive ma demande et j'envoie directement. Voilà pour la partie simplification des demandes de com. Également, on a la possibilité de filtrer des unités d'archives et sur un clic, de prendre toutes les unités d'archives filtrées et de créer une nouvelle demande de communication. C'est le dernier point. Et enfin, on a rajouté le catalogue de mon service. Alors, pour mémoire, le catalogue, c'est un accès à l'ensemble du fond, donc quel que soit le rattachement d'utilisateurs connectés à une entité.
Il n'y a pas d'étanchéité, donc il voit tout le fond rattaché à son tenante. Eh bien, on a eu des demandes pour nous demander de limiter le catalogue à l'entité de l'utilisateur connecté. Donc, si c'est quelqu'un, par exemple, du service des assemblées qui se connecte et qu'il accède au catalogue de son service, il ne verra que les archives produites par le service des assemblées. Et après, bien, on a les mêmes outils pour faire des demandes de communication sur le catalogue de mon service. Alors, au niveau de la gestion des archives, on l'a évoqué tout à l'heure avec les transferts liés. Donc, la première amélioration sont les archives composites. Donc, c'est une archive que vous allez retrouver dans le registre des entrées et dans les archives consultables, qui va être enrichie par des transferts post-premier transfert, qui a créé l'archive. Donc, l'archive évolue, donc sa description évolue. On a également les fichiers stockés qui vont être rajoutés par rapport aux transferts liés. Et donc l'archive ne sera plus liée à un seul transfert, mais elle sera liée, enfin l'entrée sera liée à plusieurs transferts. C'est la grande différence avec une archive classique dans Azalea. Donc vous pouvez, donc avec ce fonctionnement-là, faire des versements au fil de l'eau sur des dossiers qui s'étalent dans le temps. Donc vous avez un premier transfert chapeau, entre guillemets, qui va créer une entrée dans Azalea. Et les semaines, voire les mois, les années suivantes, vous allez pouvoir venir enrichir l'archive avec des transferts liés au premier transfert. Et après, elle se comporte de la même façon qu'une entrée classique. On accède à sa description, elle est contrôlée comme les autres, etc. Alors, le point suivant est un point intéressant. C'était une fonction qui existait dans Azalea V1, c'est l'export en EAD du registre des entrées. Donc là, vous retrouvez sur une sélection d'archives, ou pas d'ailleurs, un bouton qui vous permet d'exporter toutes les archives dans un fichier en EAD. EAD 2002. Alors, je ne sais pas si c'est très utilisé encore. Est-ce que vous l'utilisez pour vos instruments de recherche? En tout cas, on a eu des demandes dans ce sens-là. Et vous pourrez le faire à partir de la version 2.2. C'est un traitement qui est assez long, puisqu'il y a une conversion du CEDA en EAD. Et c'est le fichier que l'on récupère peut être assez volumineux selon la sélection que l'on a choisie sur les archives à exporter en EAD 2002. Autre amélioration, c'est le moteur de recherche. Alors, le moteur de recherche à la Google, il est présent à la fois dans le catalogue et dans les archives consultables. Donc vous avez juste une zone de saisie et puis vous allez rentrer un texte, un mot. Et Azalea va chercher en base de données sur différents champs de description. Donc il va chercher sur la cote, le nom, la description, l'historique de conservation et le nom des fichiers. Voilà. Et à chaque fois qu'il va rencontrer une correspondance, il va afficher les unités d'archives qui correspondent. Donc jusqu'à présent, si une unité d'archive avait un terme qui se répétait dans les mots-clés, dans la description, dans l'historique, dans l'intitulé de l'unité d'archive, le premier résultat qu'il trouvait, c'est celui qui sortait. Donc il se peut qu'on rate une information sur une description sur le moteur de recherche. Dans la version 2.2, il va nous afficher tous les endroits pour lesquels il a retrouvé le mot clé que l'on cherche, par exemple, au sein de la même archive. Donc, au sein d'une même unité d'archive. Et je vais dire, le mot-clé, il est dans la description, mais il est également dans un mot-clé et il ressort également dans l'historique. Donc c'est ça l'amélioration. Et puis on a également essayé d'optimiser les temps de recherche en rajoutant des index en base de données. L'autre amélioration, c'est le gel des archives. Alors vous voyez qu'il y a une petite mention là. En fait, cette fonctionnalité devait sortir dans la version 2.2 d'Azalea. Et puis pour des besoins de timing, pour les clients qui étaient en phase de certification, il fallait que cette fonction soit présente absolument pour la certification. Donc on l'a ajoutée dans la version 2.1.9. Mais au départ, elle était bien prévue pour la version 2.2. C'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui, puisque les utilisateurs qui n'ont pas migré vers la 2.1.9 ou vers la 2.1.10 ne connaissent pas cette fonctionnalité dans Azalea V2. Donc le gel des gels, eh bien,
c'est relativement simple. On choisit l'archive à geler. Il y a un bouton qui nous permet de saisir le motif du gel. Et lorsque l'archive est gelée, eh bien, son statut d'archive gelée lui interdit, par exemple, d'être éliminé ou d'être restitué ou transféré à l'extérieur du SAE. Elle interdit également la modification de l'archive. On ne va pas pouvoir changer la description d'une archive gelée jusqu'à ce qu'on la dégèle. Par contre, une archive gelée reste communicable. Et le temps du gel, par exemple, la DUA n'est pas prolongée, donc on conserve les durées sur les règles. Elles ne sont pas modifiées par le temps du gel de l'archive. Et le pendant, c'est le dégel. Donc une fois que le procès est passé, que la requête du juge est terminée, on va dégeler l'archive. C'est pareil, on motive le dégel. Et puis l'archive retrouve un statut disponible classique. Et donc les événements de gel et dégel apparaissent dans le cycle de vie de l'archive et sont exportés dans le journal des événements, bien sûr. Alors le point suivant, les attestations d'archivage, également, c'est pour les besoins de la certification sur la NF 461, on a dû les rajouter dans la version 2.1.9. Alors les attestations d'archivage, ainsi que les attestations d'élimination et de restitution, s'appuient sur un document, alors je ne l'ai plus en tête, mais qui a été produit et qui nous indique quelles sont les informations nécessaires qui doivent être présentes dans les différentes attestations. Alors l'attestation d'archivage, elle va être produite lorsque l'entrée a été créée, enfin est créée, que l'archive est disponible, on va la créer à ce moment-là. Et il y a deux modes de production. Donc pour les clients qui ont déjà un stock important d'archives, on va dire à Azalea de produire l'attestation d'archivage à la volée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas stockée, on va la produire au moment du clic. Donc on gère l'historique. Et puis pour les nouvelles archives, on va indiquer à Azalea, est-ce que je stocke l'attestation d'archivage avec les fichiers des archives au moment de la création, ou bien est-ce que je continue à avoir un fonctionnement sur clic, donc reproduction de l'attestation d'archivage à la demande. Donc le choix est important, puisque si vous choisissez de stocker les attestations d'archivage, eh bien, il y a un petit poids supplémentaire pour chaque archive qui va s'ajouter, et on peut se poser la question sur de l'archivage intermédiaire, par exemple, sur des archives qui vont être éliminées, est-ce qu'on a besoin de stocker l'attestation d'archivage? Bon, en tout cas, quel que soit le mode de production, l'attestation d'archivage, lorsqu'elle s'est produite, s'appuie sur les événements pour aller chercher des dates qui sont affichées dans l'attestation. Tout à l'heure, je vous ferai une petite illustration des différents points que je viens d'évoquer, puis on verra à quoi ressemble une attestation d'archivage. Par contre, pour les attestations d'élimination et de restitution, elles sont stockées et conservées dans le SAE, dans les archives techniques. Donc on va voir apparaître des nouvelles archives techniques spécialement créées pour stocker et conserver les attestations d'élimination et de restitution. Donc les attestations d'élimination sont produites à la fin de l'opération d'élimination. Et de la même façon, pour la restitution, alors sur la restitution c'est un petit peu plus complexe, on produit une première attestation de restitution qui est suivi d'une attestation d'élimination. Voilà, donc il y a deux attestations pour l'opération de restitution. On les verra tout à l'heure également. Donc les attestations, c'est un fichier PDF que vous pouvez télécharger à tout moment. Alors côté archives techniques, vous avez maintenant la possibilité dans Azalea 2.2 de créer vos propres archives techniques. Actuellement, c'est le système qui s'en charge. Sur la Azalea V 2.1, il n'y a qu'une seule archive technique, c'est l'archive technique d'export du journal. Avec la 2.2, on vient de voir qu'il y a des archives techniques spécialement créées pour la conservation des attestations. Mais ça, c'est pareil, on n'a pas la main là-dessus. Et par contre, maintenant, vous avez la possibilité de créer des archives techniques. Donc une archive technique, sa caractéristique, c'est qu'elle n'est pas issue d'un transfert, elle n'est pas liée à un service versant.
Elle peut servir par exemple à conserver des documents, le dossier qui vous a permis de créer le projet d'archivage par exemple, ou des documentations techniques, enfin tout type de document que vous voulez conserver qui n'est pas lié à un versant ou qui n'a pas été produite spécifiquement par un service. Elles sont conservées dans les mêmes conditions que les archives et elles comportent une description, un titre et des dates extrêmes. Voilà, donc elle est très très simple en termes de structuration. Alors l'autre point important sur les archives techniques, ce sont l'export des journaux qui sont maintenant, lorsqu'on est en multitenant, séparés. Jusqu'à la 2.1, c'est le service gestionnaire. Donc quand on a plusieurs tenantes, on en désigne un comme service d'archives gestionnaire et c'est lui qui reçoit l'export des journaux pour la totalité des tenantes. Sur la 2.2, on a une séparation des exports des journaux. Donc si on a 2 tenantes, on va produire 2 fichiers prémices par jour, voilà, et qui seront stockés dans les archives techniques spécifiques à chaque tenante. Dans un souci d'économie de jetons d'horodatage pour les tiers archiveurs, donc si on a 10 tenantes et qu'on passe à Zalé V2, on va multiplier par 10 le nombre de jetons d'horodatage si on le laisse comme ça, par jour. Donc, ce qui peut représenter un certain coût. Donc ce qui se passe, c'est qu'on crée une archive qui s'appelle d'exploitation, les journaux d'exploitation. Dans les journaux d'exploitation, qui eux sont bien liés au service d'archives gestionnaire, on va retrouver tous les événements qui ne sont pas spécifiquement liés à un tenante. Par exemple, le contrôle que l'application tourne dans les conditions nominales, donc certaines tâches planifiées, on ne peut pas les rattacher à un tenante, donc elles vont se retrouver dans le journal d'exploitation, journal des événements d'exploitation. Et ce journal des événements d'exploitation est produit tous les jours, rattaché au service d'archives gestionnaire, et lui, il va comporter le hash des différents journaux qui ont été produits pour les tenantes. J'espère que vous me suivez. Et donc, c'est ce journal d'exploitation qui va être horodaté. Donc, ça veut dire que si on veut prouver que les journaux n'ont pas bougé, si on veut prouver qu'un journal des événements n'a pas bougé, bon, il y a déjà les preuves qui sont dans Zalé, mais on peut aller plus loin. Donc, on va aller prendre un journal sur un tenante. On va aller chercher l'archive d'exploitation correspondant au même jour, qui, elle, aura été horodatée. Et on regarde si les empreintes sont identiques et si le jeton d'horodatage correspond. Voilà. Donc avec un seul jeton, on continue à avoir une garantie, enfin une sécurité sur l'horodatage des différents journaux rattachés aux tenantes dans un Zalé de 2. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a des nouvelles archives techniques. Donc on en a une pour la conservation des attestations d'élimination. Donc ce sont des archives annuelles. On va retrouver l'archive 2023 des éliminations, l'archive technique 2023 des restitutions. Si on ne fait pas de restitution ou d'élimination, bien ces archives ne sont pas présentes. Et donc lorsqu'on va dans le détail de l'archive technique, on aura accès à toutes les attestations d'élimination et de restitution. Alors, dans cette diapo, je vous ai listé les nouveautés qui sont directement liées à la NF461 et leur apparition dans les différentes versions d'Azalea V1. Alors, on retrouve le gel des gels qu'on a vu tout à l'heure, qui ont été introduits en 2.1.9. Les attestations d'archivage, d'élimination et de restitution également apparues dans la version 2.1.9. Et puis, la capacité de créer ses propres règles de gestion pour la restriction d'accès et DU à sort final en 2.1.10. À l'origine, comme je vous le disais tout à l'heure, ces fonctions auraient dû apparaître dans la version 2.2 d'Azalea, mais elles ont eu un petit peu d'avance. Et je voulais le préciser dans cette diapo. Il y a également, tout en bas, là, ce que vous voyez, les outils en ligne de commande. On a dû rajouter 12 outils en ligne de commande pour la 461. Un premier qui va aller extraire tous les journaux liés à un producteur. Voilà. Donc, si un producteur demande la sortie du SAE, on va lui restituer ses archives et on sera en capacité également de lui donner les journaux des événements qui le concernent.
Et puis deuxième point, un outil en ligne de commande qui va nous permettre pour une archive d'aller exploiter uniquement les journaux des événements et de remonter le fil de son cycle de vie en partant du dernier et en contrôlant le chaînage. Donc, je veux prouver ou reconstituer le cycle de vie de l'archive AD0001. Voilà, donc je demande à la DSI d'aller sur le serveur et puis de lancer l'outil en ligne de commande. Et puis, donc l'outil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller lire le premier journal, enfin le dernier journal, donc, qui est un fichier prémisse qui a été exporté la veille. Il va voir s'il y a des événements qui, à l'intérieur, concernent l'archive en question. Et si oui, il va voir si l'événement concerne le cycle de vie. Et si c'est le cas, bien, il va le noter. Voilà. Et puis après, il va aller chercher le journal précédent et il va vérifier le chaînage. Pardon. Donc le chaînage des journaux, les journaux du jour N comportent les empreintes du jour N-1. Donc s'il y a un problème de chaînage au milieu, si quelqu'un a corrompu les fichiers du journal, là on va s'en rendre compte. On aura une alerte en disant je ne peux pas rejouer, reconstituer le cycle de vie de l'archive parce que je constate un problème d'intégrité sur le chaînage des journaux. Voilà, et donc à la fin, on a la totalité des événements du cycle de vie des archives en exploitant uniquement les fichiers prémices sur le serveur. Voilà. Là, on ne fait pas confiance à la base de données, on est vraiment au cœur du système du journal des événements. Voilà, donc on va passer à l'illustration dans l'application. Alors, si on peut basculer sur mon écran. Donc là, vous êtes sur une version 2.2.0 d'Azalea. Et on pourrait déjà... Ah oui, alors. Ce que je ne vous ai pas indiqué, c'est que sur quasiment la totalité des listes qui s'affichent dans l'application, vous avez la possibilité de faire un export en CSV. Alors, je vous disais, dans la quasi-totalité des listes qui s'affichent, vous avez la possibilité d'exporter au format CSV. Comment? Ah oui. C'est mieux là? Ouais. Voilà, donc vous allez retrouver ce petit bouton là, export CSV. Et en fait, je voulais vous parler de l'export EAD. Donc voilà, vous voyez que mon registre des entrées est très garni. Alors, l'export EAD, donc, il se fait comme ça. Il vous envoie, il vous crée un fichier au format EAD, donc un XML, et il s'appuie sur les filtres que vous avez pu mettre en place. Donc, vous pouvez isoler un certain nombre d'archives par producteur, par versant, ou par profil, ou par accord de versement. Et l'export va tenir compte des filtres qui sont en place sur la page. Alors, concernant les attestations, voilà, elles sont accessibles directement sur les archives dans le registre des entrées, en téléchargement. Alors, donc, à quoi ressemble une attestation d'archivage? Donc, c'est un fichier PDF, comme je vous le disais, qui va reprendre certains éléments, donc des éléments de date sur l'opération de création de l'archive. On va retrouver également le nom et l'identifiant du service d'archive, du service versant et du service producteur dans l'entête. On va avoir des éléments de description de l'archive et puis une partie sur le stockage des fichiers. Voilà. Donc il y a des éléments fixes qui sont prévus par la norme. Voilà. Il y a certains éléments dans l'attestation qui sont paramétrables dans Azalea, comme par exemple... sur les volumes de stockage, vous pouvez indiquer un lieu physique ou le nom d'un bâtiment qui apparaîtront dans l'attestation d'archivage. Vous pouvez également rajouter une phrase supplémentaire sur les engagements du service d'archives. Voilà. Et puis donc en bas, donc, on va avoir le détail des fichiers qui ont accompagné le transfert et qui ont été stockés. Donc on retrouve l'identifiant de chaque binaire qui est là, le nom du fichier,
sa taille et son empreinte. Donc là, on voit qu'on est en SHA-256. Donc sur la base de l'attestation, on va pouvoir, lors d'une communication, recontrôler éventuellement de façon manuelle les empreintes des fichiers qui nous sont communiqués en allant lire ces informations sur l'attestation d'archivage. Maintenant, je vais vous montrer le super archiviste. Voilà, donc je me connecte à la console d'admin technique. Et au niveau du service d'exploitation, ici, on a un nouvel onglet qui va vous permettre de paramétrer les super archivistes. Donc ici, j'en ai un. Et lui, il a accès, donc il va pouvoir intervenir sur ces deux services d'archives, donc sur les deux tenantes qui sont présents ici. Alors, il s'appelle SuperAdmin. Voilà. Et maintenant, donc, on va se connecter avec ce super archiviste, côté métier. Alors, ça ne change rien en termes d'interface. On se retrouve dans les mêmes conditions que si on est archiviste. Ce qui change, ça va se passer ici, là, vous voyez. Donc là, je vais avoir la liste des tenantes sur lesquelles je peux intervenir. Et pendant ma session, je vais choisir maintenant de travailler sur les archives communales. Ça, vous ne l'avez pas vu. Hop, et voilà. Donc maintenant, ici, je vois bien dans l'entête que je suis en train d'intervenir pour le tenant de service d'archives communales. Alors ça concerne essentiellement les mutualisants, mais pas forcément les services d'archives départementaux. Je vous parlais également tout à l'heure de l'amélioration des communications. On va essayer de l'illustrer maintenant. Alors dans ASAE 2.2, donc les communications sont toujours gérées dans le catalogue. Et non, pardon, il me manque un petit peu de paramètres, je suis désolé. Il me manque un tout petit peu de paramétrage. Voilà. Alors, donc, les communications, on se rend dans le catalogue, on fait une recherche de l'unité d'archives qui nous intéresse. Et on va aller l'ajouter dans le panier. Donc, vous voyez ici, le panier s'affiche dans la page. J'ai l'unité d'archives qui fera partie de ma demande. Au niveau de la demande elle-même, on a donc la saisie du commentaire comme avant, donc demande de com. Voilà, vous avez l'unité d'archives qui fait l'objet de la demande. Et puis là, vous avez ce nouveau bouton, là, enregistrer et envoyer, qui vous évite d'enregistrer, puis de cliquer à nouveau sur la flèche pour l'envoyer. Voilà, donc si je fais ça, voilà, ma demande de com est faite, elle est partie pour validation dans le circuit de validation des demandes de com. Alors vous avez également la possibilité, en un clic, d'envoyer plusieurs unités d'archives. Bon là j'en ai qu'un dans l'exemple. Sur un clic, vous avez la possibilité d'envoyer les 10 unités d'archives qui s'affichent suite à une recherche et de créer une demande de communication. Tout à l'heure, je vous parlais de la gestion des favoris, avec les filtres rapides sur les favoris. Bon, là, effectivement, ça va être un peu particulier de vous montrer ça. Donc, tiens, je me dis, cette entrée, elle m'intéresse, donc je la note ici en favori, et juste en cliquant sur l'icône qui est en tête de colonne, je vais pouvoir l'isoler. Voilà. Ah, tiens, elle est là, voilà. Bon, effectivement, ma démonstration n'est pas forcément éclairante sur les favoris. Bon, voilà. Alors, si je me souviens plus ce que je vous avais dit tout à l'heure en termes... Ah oui, les éliminations, je pense que je ne pourrais pas vous les montrer.
les attestations. On va voir sur les archives techniques. Voilà, ici, c'est dans les archives techniques, en utilisant ce bouton-là, qu'on va pouvoir créer une archive technique, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. Donc, elle a un minimum de métadonnées de description, et puis on va pouvoir joindre des fichiers qui seront associés à l'archive technique et qui seront conservés et qui seront accessibles dans les archives techniques. Voilà. Bon, je m'arrête là. On peut prendre un petit peu de temps si vous avez des questions sur les différents points que je vous ai présentés. Et donc la version 2.0 est déjà disponible. Il y a certains projets qui démarrent qui sont installés directement en 2.2. Et puis on a des mécanismes de montée de version pour passer de la 2.1 à la 2.2, mais qui ne demandent pas de modification des serveurs. Donc c'est plus de l'accompagnement et des formations aux nouveautés qui accompagnent et qui imposent un rythme sur le planning des montées de version en 2.2. Je vous remercie beaucoup et puis on se retrouve en début d'après-midi. Merci.